Une vie, une œuvre, Torquato Tasso dit le Tasse, 1544-1595. C'est la figure du Tasse, alors c'est pas lui qui est responsable de ça, évidemment, c'est la critique. C'est la figure du Tasse qui inaugure, au fond, pour l'imaginaire occidental, cette idée que le poète, que le littérateur de génie, le créateur de génie dans le domaine littéraire, puis après ça passera à la peinture, à la musique, etc., n'est pas du tout un homme intégré, comme au contraire c'était plutôt le cas dans les siècles précédents, mais est un homme en rupture, est un homme en marge, est un homme qui est nécessairement en marge et dont la grandeur réside précisément dans le fait qu'il est en marge. Oimè, dal dì che pria trassi l'aure vitali e i lumi apersi, in questa luce a me non mai serena, fui dell'ingiusta eria trastullo e segno, e di sua man soffersi, piaghe che lunga età risalda appena. S'assel la gloriosa alma sirena, appresso il cui sepolcro ebbi lacuna, così avuto v'avessi o tomba o fossa alla prima percossa. Las, depuis que j'ouvris ma bouche à l'air vital, les yeux au jour qui ne me fut jamais serein, je fus cible et joué, de la juste déesse et de sa main, souffris des plaies que l'âge apaise à peine, le sait l'alme sirène, près du tombeau de qui je fus langé. Ah, que n'eus-je ma tombe également au premier de ses coups. Moi, du sein de ma mère, impie fortune m'arracha tout enfant. Ah, des baisers qu'elle baigna de ses dolentes larmes, je me souviens en peine, et de ses prières qu'emportèrent avec eux les airs fugaces. Plus ne devais joue contre joue la joindre en ses bras réfugiés, par des nœuds si serrés, si tenaces. Las, je suivis comme Ascane ou Camille, d'un pied peu sûr, mon père vagabond. Ce n'est pas seulement la mélancolie que nous gardons de Torquato Tasso, mais des visions picturales, mais des chocs d'images qui viendraient peupler un espace ouvert devant nos yeux comme une grande et seule action, écrivait en son temps Pietro Metastasio. Galilée, lui, disait combien un seul mot de ses vers, le mot de « chose », dévoilait de richesse. Bataille, armée, siège, mais aussi bottes, treuils, barils et caisses. C'est que la poésie, ce plaisir révélant l'univers, était pour lui une fin en soi. C'est que la matière nue du poème, il la prenait, disait-il, comme l'artisan recevait en ses mains le fer ou le bois pour la façonner en ses formes. Les traducteurs le savent, qui, eux aussi, l'ont accompagné dans son art. L'art de ce fantastique poème, La Jérusalem délivrée, l'œuvre de sa vie, sans cesse réécrite, dans laquelle on ne peut s'empêcher d'être aspiré, comme si cette épopée avait elle-même mangé, englouti en elle le reste de son œuvre, avait fait disparaître, mais transparaître à la fois, à travers l'unité de cette épique histoire, tous les madrigaux, rimes et plaintes, pastorales et discours, écrits théoriques et dialogues. On retrouverait alors la préoccupation du Tasse de réunir la multiplicité en un. Et c'est pourquoi peut-être, une fois de plus, on ne résiste pas à la tentation de la Jérusalem, de son art poétique. La Jérusalem comme une obsession dont il a nourri largement sa correspondance, une œuvre en soi non encore traduite. On y lit ses réflexions littéraires, politiques, philosophiques, scientifiques, l'image du romantique Tasse errant n'est pas la seule, et aussi humaine, ses cauchemars et ses tourments, les manifestations de sa folie, la matière de sa vie. Franck Labrasca. Le Tasse est le fils d'un courtisan. Son père, Bernardo Tasso, Bernard Tasse, était originaire de Bergame, du nord de l'Italie, mais pour des raisons de carrière, il avait fait carrière dans le royaume de Naples, au service d'un grand seigneur de ce royaume, le prince Sanseverino, qui malheureusement était tombé en disgrâce. Et donc, très rapidement, le père du Tasse, donc Bernardo Tasso, qui était également écrivain, il faut le souligner, écrivain renommé à son époque, donc le père du Tasse est obligé de s'exiler et de suivre son seigneur. Et il emmène avec lui Torquato, son jeune fils, son jeune garçon, laissant derrière lui sa fille et sa femme. Donc évidemment, vous comprenez bien que pour un enfant particulièrement sensible, cette déchirure, cette rupture avec la mère, avec l'univers maternel, en plus cette rupture qui est aussi une rupture géographique et culturelle, c'est-à-dire qu'on quitte le sud de l'Italie, on quitte le royaume de Naples. Le Tasse est né dans un lieu particulièrement enchanteur qui est la ville de Sorrento. Et à partir du moment où cette rupture s'effectue pour lui, le Tasse va vagabonder avec son père dans les cours du nord de l'Italie,
Donc Bergame, Mantoue, Padoue, Venise, donc dans un univers tout à fait différent. Donc le Tasse, au fond, est directement projeté dans cette ambivalence qui le porte à considérer la cour comme un univers de désir, comme une aspiration, et en même temps comme la cause, au fond, de tous les tourments, de tous les déchirements, comme la cause de toutes les ruptures. Et on va voir que dans son œuvre, cette ambivalence va être déclinée sous tous les modes. Canto l'arme pietose e il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto, e invan l'inferno vi s'oppose. E invano s'armò d'Asia e di Libia il popol misto. Il ciel gli die favore e sotto i santi segni ridusse i suoi compagni erranti. On a longtemps dit que quand il était à Sorrente, le Tasse enfant, donc avant de partir avec son père, allait souvent en promenade avec sa mère, avec sa famille, à Cava dei Tirreni, qui est une petite localité au sud de Naples, dans laquelle se trouve la tombe du pape qui a, lancé la première croisade, c'est-à-dire le pape Urbain II. Et que c'est, la fréquentation de ce lieu, qui effectivement possède une certaine solennité, possède une certaine densité dramatique, qui aurait en quelque sorte, dès les origines, lié le Tasse, si vous voulez, à l'idée de la croisade vue évidemment comme idéal, pas du tout comme épreuve guerrière faite de boue, de sang et de tout ce qu'on peut imaginer, mais comme épreuve idéale, comme épreuve spirituelle, comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée de la croisade et au fond aussi à l'idée du poème épique, car évidemment le Tasse, de par son père, de par le milieu qu'il fréquentait, était bien conscient du fait que pour les anciens, pour les Grecs et pour les Latins, l'œuvre littéraire par excellence, c'était la poésie épique. Les Grecs avaient eu Homère, les Latins avaient eu Virgile. En Italie, il y avait eu des poèmes épiques avant le Tasse, notamment l'Arioste, qu'on oppose d'ailleurs souvent au Tasse, mais évidemment, on peut considérer que le caractère épique de l'Arioste est, accompagné d'un certain nombre d'éléments qui sont quand même assez étrangers à la sensibilité du Tasse, comme par exemple cette ironie, cette distance, ce foisonnement de l'action qui finit en quelque sorte par la déréaliser. Chez le Tasse, il y a au contraire une aspiration à vivre l'épopée dans toute sa dimension régénératrice, dans toute sa dimension, si vous voulez, intense, dans toute sa dimension amoureuse, non pas au sens, sensuel du terme, mais au sens justement platonicien et néoplatonicien, c'est-à-dire d'une redécouverte de la véritable origine de l'homme. D'ailleurs, dans toutes les grandes épopées, au fond, il y a cela, il y a ce thème. Au fond, les grands héros ne recherche qu'eux-mêmes, antiquam exquerite matrem, dit l'Énéide de Virgile. Recherche ta mère antique, recherche ton antique mère. Qu'est-ce que c'est que l'antique mère? C'est à la fois la mère réelle, c'est à la fois l'origine de Troie, en ce qui concerne Énée, qui est d'ailleurs, comme par hasard, l'Italie, puisque Dardanos, le fondateur de Troie, venait d'Italie, donc vous voyez toutes les amplifications possibles. Donc, l'épopée s'identifie, si vous voulez, à une quête très, très complexe, mais en même temps très très intense, qui investit tout l'individu. C'est véritablement une quête existentielle, c'est véritablement une quête qui engage, l'individu dans toutes ses dimensions, et par conséquent, y compris avec ses aspects obscurs, y compris avec ses aspects négatifs, y compris avec ses aspects mortifères. Et donc, voilà pourquoi je pense que l'écriture de la Jérusalem délivrée comme quelque chose d'historique est à mon avis réductrice. Orazio Caponi était 1576. Dans les 3 premiers chants, je suis l'histoire. Non seulement dans ses grandes lignes, mais jusqu'aux moindres circonstances. Je ne change rien, je n'ajoute rien, si ce n'est les quelques détails concernant Chlorinde et Herminie. Une fois établi ce fondement de vérité, je commence à mêler le vrai et le faux vraisemblable. Dans la mort du prince du Danemark, dans la canicule de la sécheresse qui infligèrent les fidèles, dans les litanies qu'ils chantent, dans la capture de la colombe, dans l'arrivée de Guillaume de Ligurie, dans la fabrication des machines, dans les 2 assauts contre la ville, dans la prise de celle-ci et du temple de Salomon, je m'éloigne en rien ou à peine des historiens. Les faits sont grandis par moi, mais pour le reste, ils se sont déroulés ainsi. Pour les amours, je suis le seul à en parler, et sur les sortilèges, on lit dans Guillaume de Tyr des magiciennes ensorcelèrent les machines des chrétiens.
J'en ai donc tiré prétexte pour introduire les enchantements. Le reste est presque tout de mon invention. Michel Orcel. Son but, n'est-ce pas, est de trancher radicalement avec la poétique des poèmes chevaleresques, qu'on appelait d'ailleurs des romans, qui étaient celles de son grand prédécesseur l'Arioste. Il n'avait pas été le premier d'ailleurs à vouloir rompre avec cette forme qui était une forme totalement, comment dirais-je, libre, dispersive, vagabonde, dans laquelle les épisodes secondaires prenaient le pas sur le récit principal, où l'entremêlement des histoires rendait extrêmement complexe et en même temps très très distrayant, follement distrayant, les aventures des héros. Mais justement, ce que le Tasse désire faire, quelqu'un au moins a tenté de le faire avant lui, avec beaucoup moins de succès, il faut le dire, c'est le comte Trissino, qui a écrit une Italie libérée des Goths, d'où d'ailleurs le titre de la Jérusalem libérée. Ça n'est pas pour rien que ce titre s'est imposé. C'est en miroir avec cette autre œuvre qui a précédé le Tasse. Et donc Trissino avait tenté de lui-même de revenir à une poétique rigoureuse, une poétique unitaire, si vous voulez, et strictement historique. Il avait de plus employé un maître poétique qui était très sévère, qui est l'endécasyllabe blanc, et ça a été un échec, il faut bien le dire, un échec parce que, au fond, le jeu, le plaisir, les appâts qu'on doit tendre au lecteur et la sévérité qu'exige toute œuvre de grande création, ce commerce n'était pas juste, n'était pas bon, puisqu'il y manquait justement cette dimension du plaisir de la lecture. Ça, le Tasse a réussi à le reconstruire en réintroduisant certains éléments secondaires, jugés parfois même condamnables, comme l'élément érotique, qui est à la fois secondaire et très puissant, très moteur. En réintroduisant ces éléments, il réanime une matière historique à la base, pour en faire donc une machine poétique destinée. Alors là, c'est là la question, c'est que cette machine poétique est une machine à double sens, parce qu'il y a un sens idéologique très, très net, qui est celui de chanter la croisade au moment où le Concile de Trente a ouvert les portes, ou a fermé les portes, je dirais, de la réforme, en élaborant justement une doctrine de la contre-réforme catholique très, très virulente. Donc ça, c'est le sens, si vous voulez, le sens obvi. Maintenant, il y a le sens inconscient, et il y a aussi, dans le discours inconscient qui se développe dans le poème, c'est une attraction extraordinaire justement pour l'interdit, au fond. Pour l'interdit et pour le monde païen qui a beau être représenté sous des couleurs atroces et polémiques, n'en reste pas moins fascinant. Effectivement, le poème a une base historique. La première croisade a effectivement eu lieu. Mais maintenant, malheureusement, on sait qu'elle a eu lieu dans des circonstances tout à fait différentes de celles de l'idéal. Ça a été un massacre abominable. On est très loin, disons, de l'exaltation qui en a été faite ensuite pour des raisons évidemment idéologiques par l'Église catholique et par les milieux conservateurs. Bien. Mais je veux quand même un petit peu m'arrêter sur cet aspect historique parce que, effectivement, je crois qu'il y a une résonance moderne, si vous voulez, dans le poème du Tasse, puisque nous sommes, nous, aujourd'hui, confrontés, au fond, à ce problème de l'autre. Nous sommes confrontés, de par l'évolution des systèmes économiques, au fond, à nous frotter, si j'ose dire, à des civilisations, à des religions, à des conceptions du monde tout à fait différentes. Et évidemment, nous sommes embarrassés parce que nous ne savons pas par quel biais, au fond, nous pouvons gérer cette confrontation. Le biais, évidemment, le plus immédiat et peut-être le plus absurde et le plus, au fond, destructeur, c'est celui de la confrontation, c'est celui de la guerre, c'est celui de l'opposition camp contre camp. Un autre biais, c'est celui, au fond, beaucoup plus difficile, beaucoup plus tortueux, d'essayer de comprendre ce qui dans l'autre est semblable à nous-mêmes. Au fond, c'est d'essayer de dégager en quelque sorte des facteurs d'universalité dans la diversité. Alors, il semblerait que le Tasse, si on lit attentivement ce poème, ait été sensible à cette, à cette nouvelle antinomie. C'est-à-dire que
Il épouse au départ, bien entendu, l'idéologie de la croisade. L'idéologie de la croisade oppose le camp du bien chrétien au camp du mal, le camp musulman. D'ailleurs, le camp du mal, il se distingue par son goût de la magie, des artifices, du mensonge, de la tromperie, alors que le camp chrétien, évidemment, est basé sur la révélation de la vérité. Mais, dans le camp chrétien, il y a des personnages qui ne sont pas, uniquement vertueux, qui sont sensibles eux aussi à la sensualité, qui sont sensibles aux séductions, au fond, de la magie, aux séductions des forces obscures. Et inversement, dans le camp musulman, il s'agit d'ailleurs de femmes, sont précisément des personnages ambigus, c'est-à-dire des personnages qui n'adhèrent pas totalement, au fond, à la foi, à la cause qu'ils prétendent défendre. Et là aussi, bon, il y aurait un discours à faire sur la polarité sexuelle dans l'œuvre du Tasse. Comment le Tasse investit, au fond, la différenciation sexuelle. Il y aurait tout un discours à faire là-dessus, et un discours qui, à mon avis, est tout à fait, là encore, distinct des interprétations autobiographiques. On a beaucoup glosé sur la bisexualité du Tasse, qui, paraît-il, était avérée, tout à fait possible, vu les mœurs de l'époque, mais à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec le traitement que le Tasse fait justement de la différenciation sexuelle dans la Jérusalem délivrée. Donc, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais justement c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette bipolarité sexuelle qui nous mène vers une autre interprétation? Moi, je crois qu'elle a une dimension philosophique qui est, là encore, d'origine néoplatonicienne. Elle est basée sur ces fameux textes du banquet, si vous voulez, sur l'hermaphroditisme fondamental de l'âme humaine. Or, comme l'âme humaine est la réalité de l'homme, c'est-à-dire que l'enveloppe corporelle, dans la vision néoplatonicienne, n'est que superflu au fond et transitoire, au fond l'hermaphroditisme et non pas la bisexualité vécue uniquement sur le mode physique est une des vérités fondamentales que l'homme est appelé à connaître et est appelé à découvrir. Ella dinanzi al petto ha il vel diviso e il crin sparge incomposto al vento estivo, langue pervezzo, e il suo infiammato viso fan biancheggiando i bei sudor più vivo. Qual raggio in onda le scintilla un riso negli umidi occhi, tremulo e lascivo. Sovra lui pende ed è nel grembo molle le posa il capo e il volto al volto attolle. Elle a de sa gorge écarté son voile. Sans ordre, son crin flotte dans l'été. Elle se pâme, et sa face brûlante l'empèse à vif les bonnes sueurs. Rayon dans les eaux, lui scintille un rire dans les yeux humides qui tremblent, lascifs. Renaud pend sous elle, et sur la chair tendre, il met sa tête, e visage s'ajuste. E i famelici sguardi avidamente in lei pascendo si consuma e strugge, s'inchina, e dolci baci ella sovente liba or dagli occhi e dalle labbra or sugge. E in quel punto ei sospirar si sente profondo sì, che pensi or l'alma fugge e le trapassa peregrina. Ascosi mirano i due guerrier gli atti amorosi. Et les faméliques regards, les voraces, broutent la femme, et l'homme se consume, enclin. Ses baisers, la femme, fréquents, les lui pompent aux yeux, les lui sucent aux lèvres, et jusqu'au point qu'il se sent qui soupire, aussi profond qu'il croit son âme enfuie, aller en elle et trépassant. Cachés, les deux guerriers observent les amours. Dal fianco dell'amante, estraneo arnese, un cristallo pendea lucido e netto, sorse. Du flanc de l'amante, étrange appareil, pendait un cristal brillant et poli. Dans les mains de l'homme, elle le posa. Au mystère d'amour, ministre élu. Elle, ses yeux rient. Lui, ses yeux s'enflamment. Chacun pourtant n'atteint qu'un seul objet. Dans le cristal, elle se mire. Lui, des yeux de la femme, se fait un miroir. Giovanni Carreri. Pendant cette croisade, se déroule toute une série d'histoires d'amour qui sont toutes entre des ennemis. C'est-à-dire que les femmes musulmanes aiment des guerriers chrétiens et que les guerriers chrétiens aiment des femmes musulmanes. Donc il y a deux camps ennemis et il y a des amours qui se font entre des ennemis amants.
Donc déjà, cette situation est porteuse de conflits entre l'honneur du chevalier qui doit aller à la guerre, qui doit accomplir des gestes de guerre, et puis l'amour qui le éloigne de la guerre. Alors, peut-être pour approcher doucement vers la peinture, l'une de ces histoires est celle de Renaud et Armide. Renaud qui est le jeune chevalier le plus valeureux de cette épopée. À un moment donné, je ne raconte pas toute l'histoire, mais se trouve prisonnier d'Armide qui l'amène sur son île, qui est une île d'éternel printemps. Et là, il est habillé par Armide d'une façon féminine, il est parfumé, il est décoré de fleurs, et il devient de plus en plus féminin, et les tableaux, et notamment ce tableau important d'Annibal Carrage qui se trouve à Naples, le montre en courtisane presque, allongée sous les girons d'Armide et devenant de plus en plus semblable à elle. Il y a chez le Tasse cette idée que l'amour pour la femme rend l'homme femme, le féminisme, le rend ressemblant à elle. Or, dans ce même tableau, face à ce couple allongé dans le pré, il y a deux guerriers barbus qui sont là pour montrer à Renaud un miroir dans lequel il va voir à quel point il est féminisé et l'attirer vers une autre type de ressemblance, celle à ses ancêtres. Et en effet, un peu plus tard dans les poèmes, quand Renaud aura abandonné Armide, on lui montrera un bouclier historié dans lequel sont racontés les gestes de ses ancêtres. Donc, vous voyez, là, il y a cette conflit entre une ressemblance que j'appellerais amoureuse, qui féminise et qui distrait de l'action héroïque, et en face, une ressemblance que j'appellerais généalogique, celle au père, celle aux ancêtres, qui est, au fond, une injonction qui est faite à travers les poèmes héroïques à tout lecteur masculin de cette époque, et notamment au prince et au duc Alphonse d'Este, auquel ce poème est dédié, à reprendre la croisade, à relancer les gestes des ancêtres. En réalité, nous voyons que cette perte d'identité sexuelle du héros masculin et cette prise d'identité sexuelle masculine de la part des femmes, puisque Armide tient son homme dans un état de domination et de subordination totale, eh bien, sont sans arrêt réjoués. C'est-à-dire, il y a une espèce de situation qui se retourne continuellement. Donc, je pense que c'est la première fois dans la littérature occidentale que ce phénomène d'échange dans les relations amoureuses est décrit dans cette forme. Il est certain que le Tasse a pris le départ d'une idée que peut-être aujourd'hui n'est pas si évidente, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde quelque chose qu'on aime, cette chose-là s'imprime à travers les yeux, dans les esprits, et notamment dans une partie du cerveau qu'on appelait à l'époque les sens communs. Et cette image pénètre les humeurs, les sens, et produit un effet de ressemblance. Chez le Tasse, cette ressemblance produit la féminisation. Claudio Monteverdi, dans son introduction au combat de Clorinde, il dit qu'il a longuement cherché un texte pour exprimer des passions contraires et qu'il a trouvé chez le divin Tasse. Donc, d'ailleurs, certains de ces madrigaux s'appellent guerriers et amoureux. Je pense que Monteverdi a bien vu et que ces contraires sont là pour rester contraires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de les unir ou de les mélanger. C'est le titre de son œuvre, Le Combat d'ailleurs. Oui. Mais ce qui se passe dans ces oppositions est que elles ne sont pas figées dans le sens où ce qui me paraît intéresser
à la fois le Tasso et Monteverdi, c'est le passage de l'un à l'autre. Qui donc est ce celui-là qui se dispose à combattre si bien, paraît si fier? Au lieu d'une réponse, à Ceste monte un soupir à la lèvre, à l'œil un pleur. Pourtant elle retient soupirs et larmes, mais n'en assez pour ne les montrer point. Car un beau pourpre teint, ses yeux gonflés, et rauque pointe un soupir dominé. C'est le prince Tancrède. Oh, puisse-t-il être un jour mon captif, et non point mort, je le veux vif, pour qu'à mon fier désir donne douce vengeance aucun confort. Ainsi dit-elle, et ses paroles furent interprétées à tort par Aladin. Mêlé au dernier mot s'échappa d'elle, comme un soupir qu'en vain elle muselle. Chlorinde cependant court à l'assaut vers Tancrède, en mettant l'astre en arrêt. À la visière, il frappe, les deux troncs s'envolent, et demi-nue, elle se retrouve, car les lacets de son armée rompus, coup merveilleux, le casque lui échappe, sa côme d'or sous le vent répandu, jeune fille en plein champ, elle apparut. N'ayant point, lui, pris garde à son cimier, à l'écu peint, il sent pierre à sa vue. Elle, couvrant aussi bien que possible sa tête nue, l'assaille et lui recule. Il court ailleurs, fait tourner son fer cru, mais d'elle n'obtient trêve pour autant, qui le presse et menace, et « Viens !» lui crie, et tout ensemble, à deux morts, le défie. L'association de la violence et de la sexualité est un des arguments, évidemment, qu'on peut invoquer au service, disons, d'une interprétation psychanalytique, d'une interprétation, disons, un petit peu pathologique, au fond, de l'érotisme du Tasse, de l'érotisme du poème. Parce qu'effectivement, les métaphores ici abondent, hein, les épées qui percent les chairs, évidemment, même les flux, flux sanguins ou flux d'eau, évidemment, évoquent des situations tout à fait sexualisables. Et on attribue cela, au fond, cette érotisation, au fond, de la guerre et cette érotisation de la violence au Tasse, alors que c'est une tradition très ancrée dans la littérature mystique médiévale, que le Tasse, évidemment, connaissait fort bien. Je prends qu'un seul exemple, c'est celui de Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne est une sainte du XIVe siècle. Une des plus grandes saintes d'Italie, et donc connue, au fond, dans toute l'Italie, enfin, par les lettrés. Et sa correspondance, ses lettres, évidemment, constituent un monument pour l'étude de la spiritualité, mais aussi disons, dans l'histoire même de la littérature ou de la langue italienne. Et alors, dans une lettre de Sainte Catherine de Sienne, elle explique qu'elle va assister spirituellement un condamné à mort qui va avoir la tête tranchée, et elle décrit d'une façon absolument hallucinante le fait que quand la tête de cet homme tombe, elle est éclaboussée par le sang, et que ce sang, au fond, qui est le sang du Christ, évidemment, bon, le sang de tous les rejetés, selon une thématique bien connue, l'éclabousse et lui procure en quelque sorte des sensations intenses. Bon. Alors, vous voyez, ce genre d'association entre la violence, entre le jaillissement, entre l'humidification et l'amour, et un univers érotisé ou érotisable, existe, bien entendu, chez le Tasse. Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, est-ce que ça n'appartient pas au bagage culturel très important du poème, hein? Dans le poème, on retrouve du Pétrarque, on retrouve du Dante, on retrouve, disons, tous les artifices poétiques qui avaient été employés par ceux qu'on appelle les pétrarchisants italiens du XVIe siècle, hein, tous les disciples de Pétrarque, qui, en quelque sorte, en extrémisant les procédés de Pétrarque, vont petit à petit déboucher sur le maniérisme et même sur le baroque, sur le conceptisme, c'est-à-dire sur une poésie qui recherche tellement l'effet, qui recherche tellement la surprise, qu'elle en arrive presque à devenir artificielle et parfois ridicule. Poi, come lupo tacito s'imbosca, dopo culto misfatto e si desvia della confusion dell'aura fosca favorita e nascosa, ella s'engia. Solo Tancredi avvien che lei conosca, egli quivi e sorgiunto alquanto pria, vi giunse allor ch'essa a Rimon uccise, vide e segnolla e dietro a lei si mise. Vuol nell'armi provarla, un uom la stima degno a cui la sua virtù si paragone. Va girando colei l'alpestre cima verso altra porta, ove d'entrar dispone. Segue egli impetuoso, onde assai prima che giunga, in guisa avvien che d'armi suone, ch'ella si volge e grida: «O tu che porte, che corri sì!» Risponde: «È guerra, è morte!»
Giovanni Carreri, dans le discours du poème héroïque, le Tasse parle de l'amour. Et alors il défend avec ferveur la nécessité d'admettre l'amour comme sujet héroïque. Je pense que ce qui entend le Tasse par cette affirmation, c'est que l'amour est une épreuve qui a la dignité de l'épreuve tragique. Donc c'est comme ça d'ailleurs que l'amour est présenté dans son poème épique, La Jérusalem délivrée. Ce sont des amours qui traversent des moments de crise tragique. La plus célèbre de cette histoire, celle de Tancrède de Clorinde, est une véritable tragédie. C'est une tragédie qui a tous les éléments de la tragédie aristotélicienne. Tancrède ne reconnaît pas son aimé, qui se cache sous une armure qui n'est pas la sienne, et il la défie un duel et finit par la tuer. Après, il la reconnaît et il se trouve dans la position du héros tragique qui a été amené à accomplir un geste qui est contraire de ce qu'il aurait voulu faire, c'est-à-dire de tuer son aimé. Amico, hai vinto. Io ti perdono. Perdona tu ancora, al corpo no, che nulla pave, all'alma sì. Deh, per lei prega, e dona battesimo a me ch'ogni mia colpa lave. In queste voci languide risuona un non so che di flebile e soave, ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. Ami vainqueur, je te pardonne. Et toi pardonne aussi. Point au corps qui n'a pas peur, mais à l'âme. Ah, prie pour elle, et me donne le baptême qui lave toute erreur. Et dans ses languissantes voix résonne je ne sais quoi de faible et de suave, qui lui descend au cœur et désamorce sa grande colère, et à pleurer le force. Poco quindi lontan, nel sen del monte, scaturia mormorando un picciol rio. Egli va corse, e l'elmo in piena il fonte, e tornò mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentir la man, mentre la fronte, non conosciuta ancor, sciolse e scopriò. La vide, la conobbe, e restò senza voce e moto. Hai vista, hai conoscenza. Non loin de là, au creux de la montagne, jaillissait murmurant un petit rue. Il y courut, remplit son casque en onde, et revint triste au grand office pieux. En libérant du casque ce visage, l'or inconnu, il sentit qu'il tremblait. Il la vit, la connut, et tout silence il demeura. Ô vue, ô connaissance. Non morì già, che sue virtuti accolse, tutte in quel punto in guardia al cor le mise, e premendo il suo affanno a dar si volse, vita con l'acqua, a chi col ferro uccise. Mentre egli il suon dei sacri detti sciolse, colei di gioia trasmuttosi e rise, e in atto di morir lieto e vivace dir parea: s'apre il cielo, io vado in pace. Ce sont des situations extrêmes, hein. Celle de Tancrède qui vient de tuer son aimé est un cas très intéressant d'ailleurs parce que c'est une tragédie, mais c'est une tragédie qui se fait dans un contexte chrétien. Dans un contexte chrétien, il n'y a pas de tragédie à proprement dit, parce que la tragédie grecque ne prévoit pas de rédemption. Donc le héros grec, il doit assumer ce destin qui lui tombe dessus sans qu'il y ait après possibilité de rachat. Et c'est comme ça que Tancrède réagit, c'est-à-dire il se considère comme un héros tragique, mais Pierre l'Ermite, qui est l'un des personnages de cette croisade, le sermonne, lui dit ton vrai péché n'est pas d'avoir tué Clorinde, c'est d'avoir été l'amant d'une infidèle. Répands-toi, reprends la guerre, pense à la vie après la mort. Alors, l'une des questions intéressantes de ce poème, c'est est-ce qu'une tragédie chrétienne est possible? Certains tableaux, comme le tableau de Tintoret, vont très loin dans ce sens, montrant que c'est... Tableau du Tintoret, je le prends, on le regarde, on le décrit. Oui, si vous voulez, on peut le faire maintenant. Alors, ce tableau est attribué au fils de Tintoretto, Domenico. Et on voit Tancrède qui est allé chercher
l'eau du baptême qui se précipite sur Clorinde, laquelle est allongée par terre, elle est blessée. Mais l'eau du baptême est dans son casque. L'eau du baptême est en train de couler et Tancrède est dans une position qui ne pourra pas tenir une seconde de plus. C'est-à-dire que la seconde suivante, si jamais elle existait, il tomberait sur Clorinde, laquelle est allongée, les jambes écartées, dans une posture qui ne peut pas ne pas évoquer l'abbracciamento, c'est-à-dire l'embrassade amoureuse, voire, étant donné le sang qui coule, une scène de viol. Alors pourquoi est-ce que je parle de viol? Parce que dans les combats, il y a un moment où l'épée de Tancrède rentre dans les corps de Clorinde et le Tasse dit la trafita vergine, la vierge transpercée. Il y a dans ces combats un mélange de guerre et d'amour, au sens les gestes de guerre sont décrits par les poètes comme des moments d'intense étreinte érotique. Et Clorinde est à la fois la guerrière vaincue, c'est une figure de vaincue, c'est une figure de femme violée, et c'est aussi une figure de femme convertie, parce qu'elle est renversée comme Saint Paul au moment de la conversion. Donc là, il y a ce que j'appellerais une image composite, dans laquelle trois figures qui ne peuvent pas vraiment être tenues ensemble le sont pourtant par la vertu de la peinture. Alors, naturellement, cette figuration du baptême comme étant la solution de l'histoire de Clorinde. Clorinde, elle meurt heureuse, dit le poète. Et il donne sa main à son ennemi en lui disant S'apre il ciel, io vado in pace. Le ciel s'ouvre, je m'en vais en paix. C'est une solution pacifiée de cette crise tragique qui conduit Clorinde, qui s'est pensée depuis le début du poème comme un homme. Elle va se montrer en tant que femme. Le poète a un choix lexical très fin. À un moment donné, c'est quand Tancrède la serre dans ses bras, en croyant toujours que c'est un homme. Vous voyez que les déguisements, là, vont loin. C'est en cela, je pense, qu'il y a beaucoup d'écho avec notre contemporanéité, avec tous ces ambiguïtés sexuelles qui font des échos très forts. C'est à ce moment-là que le Tasse, il dit, alors que jusque-là, il a décrit comme un chevalier, la bella donna. Et puis donc, d'homme qu'il voulait être, Clorinde se montre comme femme, mais au seuil de la mort. Et puis, elle donne sa main à Tancrède, c'est-à-dire qu'elle rentre dans l'univers de l'amour au moment de sa mort. Donc c'est donc un retour à l'ordre, c'est assez violent, mais en même temps, comme pour l'histoire de Renaud et Armide, bien sûr, à la fin, c'est la morale catholique qui triomphe, mais on est passé par une subversion très forte. Le Tasse est évidemment un homme de son époque, par conséquent, il intègre l'inquiétude profonde que, provoque la scission religieuse dans la conscience européenne, et il est, par conséquent, spontanément, je dirais, du côté de l'orthodoxie. Là encore, ambivalence. Néanmoins, le Tasse est un homme qui a eu une culture philosophique, une culture littéraire, une culture classique extraordinaire pour l'époque. C'était un jeune prodige, le Tasse, du fait qu'il avait été obligé de suivre son père justement dans toutes ses cours italiennes. Il était rentré en contact avec des grands personnages. Il avait fait ses études à l'université de Padoue, qui était un centre où la philosophie dominante était l'aristotélisme padouan, c'est-à-dire un aristotélisme parfois un petit peu limite, si j'ose dire, du point de vue de l'orthodoxie religieuse, puisqu'il était influencé par les interprétations avéroïstes, c'est-à-dire par les interprétations arabes qui avaient été données du texte d'Aristote. Je ne veux pas faire le pédant et entrer trop dans des détails, mais sachez que certains des aristotéliciens padouans au XVIe siècle en étaient même arrivés jusqu'à dire que l'immortalité de l'âme était un principe qui était absolument indémontrable du point de vue philosophique.
Il fallait y croire, disait-il, parce qu'évidemment, il fallait être de bons chrétiens, mais on comprend bien l'hypocrisie de cette restriction mentale. Mais du point de vue philosophique, c'était absolument indémontrable. Voilà, disons, avec quel milieu, si vous voulez, le TASS était entré en contact. Encore une fois, la fêlure, finalement. Voilà, mais je n'en ai pas fini encore avec les influences philosophiques. Il y avait, concurremment à l'aristotélisme, dans l'Italie de cette époque, une autre influence qui était un écho du XVe siècle, un écho de la Renaissance florentine, qui était le néo-platonisme, basé sur l'idée platonicienne de l'existence, au fond, d'idées archétypales pures, non contaminées avec la réalité, dont la réalité humaine, dont la réalité terrestre n'était qu'un pâle reflet. Le mythe de la caverne de Platon, etc. Et le TASS, d'ailleurs, il a écrit un dialogue qui s'appelle Il Ficino, le Ficin, qui porte le nom du grand philosophe néoplatonicien du XVe siècle, Marcille Ficin, qui est un peu le maître, au fond, de tous ces néoplatoniciens. Le TASS était très imprégné, on va le voir dans son œuvre, était très très imprégné par la philosophie néoplatonicienne. Mais vous comprenez, là encore, antinomie, élément aristotélicien, nécessité d'adhérer à une orthodoxie, pas seulement à une orthodoxie religieuse, mais aussi à une orthodoxie critique et littéraire. Il ne faut pas oublier que le TASS a construit la Jérusalem délivrée en ayant sans cesse en tête la poétique d'Aristote. Je crois pour ma part la variété à la fois nécessaire dans le poème héroïque et possible à appliquer. Car, tout ainsi que dans ce merveilleux chef-d'œuvre de Dieu, que l'on nomme le monde, on voit le ciel couvert ou parsemé d'une telle variété d'étoiles. Puis, en descendant peu à peu, l'air, la mer, remplie d'oiseaux et de poissons, la terre abritant une telle variété d'animaux tant féroces que domestiques, et sur laquelle abondent cours d'eau, fontaines, lacs, prairies, champs, forêts, montagnes. Et avec tout cela, le monde est un qui renferme en son sein tant de choses diverses. Une, sa forme et son essence. Un, le nœud qui unit et conjoint ensemble toutes ses parties en une discordante concorde. Et sans qu'il y manque rien, il ne s'y trouve rien de superflu et de non nécessaire. De même, j'estime que le poète excellent, que l'on n'appelle pas divin pour une autre raison que parce que, semblable en ses œuvres à l'artiste suprême, il participe de sa divinité, doit être capable de composer un poème dans lequel, comme dans un monde en abrégé, on lise ici des préparatifs militaires, là des combats sur terre et sur mer, des cités assiégées, qu'on y trouve des assemblées célestes et infernales, qu'on y assiste à des rébellions, à des discordes, à des errances, à des aventures, à des enchantements, à des actes de cruauté, d'audace, de courtoisie, de générosité, à des histoires d'amour, heureuses ou malheureuses, joyeuses ou lamentables, mais que pourtant le poème soit un, qui contient une telle variété de matières, une sa forme et sa fable, et que toutes ces choses soient composées de façon à être liées les unes aux autres, qu'elles se correspondent et dépendent les unes des autres par nécessité ou par vraisemblance, au point que si un seul élément était enlevé ou changé de place, tout serait ruiné. Françoise Graziani, le TASS est aussi un théoricien très pointu sur l'art du poème, sur l'art de la poésie. Il a écrit le discours de l'art poétique, le discours du poème héroïque, les discours sur le dialogue. Et en fait, on peut imaginer que tous ces écrits sont un peu un laboratoire pour toutes les poésies, par ailleurs, qu'il écrit. Oui, le TASS a toujours été préoccupé de réflexion théorique, ce que d'ailleurs on lui a beaucoup reproché. Surtout dans la postérité. Il a été accusé d'être trop aristotélicien et d'avoir cédé à une sorte aux contraintes de l'ambiance un peu tridentine qui régnait à la cour de Ferrare et dans toute l'Italie de l'époque. En réalité, ses préoccupations sont véritablement vitales pour lui. C'est quelqu'un qui était fondamentalement un poète et qui concevait la poésie comme une véritable explication du monde, un mode d'explication du monde. Et de ce fait, il n'admettait pas qu'on traite la poésie à la légère. Et donc, pour lui, concevoir un art poétique, ce qui ne signifie pas concevoir des règles, mais se donner à soi-même une méthode pour expérimenter la pratique poétique, c'était quelque chose qui devait être déterminant. Et il a réfléchi sur la finalité de la poésie essentiellement,
mais aussi sur les différents modes d'expression qui étaient à sa disposition, exactement dans le temps où il composait son poème. Il a donc commencé très jeune. Il a commencé à composer son poème probablement vers l'âge de 16 ou 17 ans, et la réflexion théorique est exactement contemporaine de la conception de l'œuvre. En réalité, la réflexion théorique est inhérente à l'œuvre et la soutient. Alors, vous dites que c'est en fait une sorte d'acheminement vers l'idée de la poésie. Parce que la poésie, enfin l'idée de la poésie en tout cas, elle est très construite chez lui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il l'a construit et comment il s'y achemine ? Il l'a construit à partir de la lecture d'Aristote, qui est pour lui véritablement le seul philosophe qui ait pensé la poésie comme une activité complète de l'esprit. Platon refusait aux poètes l'accès à la République, et considérer la poésie comme le poète comme un prophète dans le meilleur des cas et dans le pire des cas comme un être maléfique, nuisible à la société. Et Aristote, au contraire, a voulu réintégrer la poésie dans le champ de la philosophie et lui donner non seulement une dignité philosophique, mais également une véritable opérativité. Et c'est par la lecture d'Aristote que le Tasse, certainement, a compris, sans doute parce qu'il y avait une rencontre avec sa propre conception de la poésie, beaucoup plus que par souci d'école quelconque, parce qu'il n'avait aucun souci d'école. Le Tasse a compris quelle pouvait être l'utilité de la poésie, non seulement pour la constitution de son être individuel, mais aussi pour la société. Pour lui, la poésie est la meilleure manière de penser la vie humaine, tout simplement. Donc, avec les contraintes morales, éthiques, que suppose la vie en société, et exercer la poésie, utiliser même le langage poétique qui est pour lui essentiellement métaphorique, c'est une manière non seulement de comprendre comment fonctionne le système du monde, mais aussi de vivre avec les autres hommes, par image, par fiction, en racontant des histoires et en écoutant les histoires des autres. Cette fiction, c'est alors la meilleure préhension du monde pour lui. Je crois que Audiberti a traduit ça en disant que il semble que pour le Tasse, la poésie soit meilleure que l'histoire, ou c'est une histoire meilleure. Oui, c'est ce que le Tasse dit, mais c'est ce que Aristote disait déjà, que la poésie est en quelque sorte plus vraie que l'histoire parce qu'elle est plus universelle. C'est-à-dire qu'elle permet non pas de s'en tenir à l'anecdotique, pour simplifier, comme fait l'histoire, mais de comprendre à travers des fictions, à travers des images, des réalités qui ne sont pas accessibles immédiatement. Et donc, le mode de compréhension du monde indirect que représente la poésie est plus vrai parce qu'il va plus en profondeur que simplement la description historique. Prodigue de son sang, voici qu'il a avidement soif de celui d'autrui, et l'on ne sait entre ces deux désirs s'il préfère tuer ou bien mourir. Mais il crie au sultan. « Eh quoi ? Ma main serait donc si fragile et méprisable pour qu'elle ne pût point de ses efforts attirer sur moi ta cruauté ?» Et ce disant, il tire une âpre botte qui brise ensemble et la maille et les plastres et touche l'autre au flanc si méchamment que de s'appeler un sang tiède s'épand. À ce cri, à ce coup, le dur barbare tourna sa rage et l'épée contre lui. Perçant l'écu qu'enveloppait 7 fois le cuir épais, il perça le haubert et le fer immergea dans les viscères. Le malheureux latin hoquette expire, et tour à tour il vomit son sang chaud par sa blessure et par sa bouche, à flot. Pour lui, d'abord, le plus grand principe, du point de vue de la forme poétique, selon lui, c'est la diversité et le contraste. Sa poétique est véritablement baroque et absolument pas classique, même si certains classiques ont essayé de le récupérer, mais en même temps tous en se méfiant de ses excès. Elle est baroque, cette poétique, parce qu'elle s'appuie sur la diversité des approches, sur le mélange des genres, sur le mélange des styles. Pour le Tasse, les deux grands modèles stylistiques sont ensemble Pétrarque et Virgile, ce qui peut être perçu comme une antithèse. Et pour lui, ce n'est pas une antithèse, c'est au contraire la seule façon de réussir la poésie, c'est de réussir à faire quelque chose qui soit un mélange de Virgile et de Pétrarque. Et alors, qu'est-ce qui est mélange de Virgile et de Pétrarque, par exemple, dans la Jérusalem ? Dans la Jérusalem délivrée, c'est l'épopée lyrique
c'est-à-dire tout ce qui, aujourd'hui encore, apparaît comme véritablement non seulement lisible, mais d'une beauté tout à fait inégalée dans Jérusalem délivrée. Ce sont les images, c'est l'abondance de métaphores, et c'est une parole, aussi bien celle qui est prêtée au personnage que celle de la narration, qui est une parole lyrique à l'intérieur de l'épopée. Mais Michel Orcel, qu'est-ce qui, pour le Tasse, est l'un, et qu'est-ce qui est la multiplicité du monde, au fond ? Dans cette page magnifique du discours dans lequel il compare le créateur à une sorte de démiurge, il donne des exemples d'opposition, mais son but, c'est qu'au fond, le poème soit l'image du monde. Il faut qu'il y ait des événements aussi différents et aussi contradictoires que le monde en comporte. Et donc des sentiments, et donc aussi bien de l'amour que c'est une des justifications d'ailleurs de la présence des épisodes amoureux dans une œuvre tragique. Ces épisodes sont justifiés aux yeux du Tasse, non seulement naturellement par son inconscient, mais elles sont justifiées d'un point de vue conscient par la nécessité de montrer ce qui relie au fond l'éros au héros. Si vous voulez, il y a une sorte de jeu qui n'est pas seulement un jeu formel, mais qui est un jeu qui est d'ailleurs, je crois qu'on trouve déjà ce jeu de mots chez Platon, si je me rappelle bien. Donc, le poème est l'image du monde, en quelque sorte, et dans ce sens, il reflète un acte créateur, un acte divin, qui permet de maîtriser et de dominer la multiplicité qui, d'une certaine manière, appartient aussi à presque au monde infernal, la multiplicité, et du côté de l'infernal. Il faut donc à tout prix le réunir, le maîtriser, le ligoter pour lui donner cette empreinte divine. Le ligoter, et en même temps, il s'abandonne à la fureur du langage. Oui, justement. Alors, la fureur du langage, là aussi, c'est une expression presque platonicienne, si vous voulez. Il est vrai que le Tasse, dont l'art est si construit, si austère souvent d'ailleurs, mais si construit, si pensé, etc., est aussi un art très moderne, dans le sens où c'est un art souvent onirique. Dans certaines lettres, il avoue qu'il a écrit des vers en rêve. Il parle aussi de ces vers qui lui ont été donnés comme dans un état de fureur poétique, c'est-à-dire de création. Il énonce d'ailleurs en toute lettre la présence d'une autre langue qui parle à travers lui, en quelque sorte. Et là aussi, c'est quelque chose de très très moderne, parce que naturellement, nous sommes très près de la langue du ça, de la langue de l'inconscient. Oui, une langue qui parle à travers lui, par exemple. Comment l'énonce-t-il ? Je vais vous donner l'exemple du nombre d'occurrences de certains termes. Alors, je crois que cette question de la férocité, cette violence, par exemple, est tout à fait typique de cette langue qui n'a pas maîtrisé. Enfin, si vous voulez, quand dans un poème de 18 000 vers, etc., vous avez 500 fois le même mot, ou la même racine, ça n'est pas insignifiant. Voilà. Surtout si ce mot-là est le seul à avoir autant d'occurrences, vous comprenez ? Voilà. Alors voilà par exemple là, une chose que le Tasse ne maîtrisait certainement pas. Il est arrivé, vagabond, cupide, son regard autour ne ramène rien, sinon entre flots, fleurs, herbes et plantes. Il se croit moqué, presque. Cependant, ce lieu si joyeux la lèche, de tant de manières qu'il s'arrête, s'assied, il désarme son front. Il le restaure au suave soupir de l'eau recalme. Alors, il entend gargouiller le fleuve d'un son nouveau. Ses yeux courent au fleuve. Une onde remue au milieu du cours, laquelle en soi-même volte et se retord, nous se montre un peu de crin blond. Et tout sort, puis le visage d'une fille, et puis le buste, les mamelles, et de là la belle forme, les mains sur la vergogne. Jean-Charles Véliant, c'est vrai que le Tasse a été traduit de nombreuses fois, dans tous les siècles en fait, jusqu'à nous.
Mais alors il y a une traduction de notre siècle qui est particulièrement intéressante, particulièrement belle et qui peut-être nous plonge aussi au cœur du poème du Tasse, c'est celle d'Audiberti. Et Audiberti fait à sa traduction une introduction. Il écrit « Des corps ardents et vivants qui palpitaient sous le métal militaire, il exalta la flamme sexuelle qui s'épanouit tout autour des silhouettes de Rinaldo et d'Armida, de plus en plus agrandies, jusqu'à devenir cette vapeur mouvante, sans cesse déformée et reformée, dans la forêt des morts, des vivants et des mythes. » Oui, c'est une très grande traduction, effectivement, qui malheureusement n'a pas pris de l'ensemble du poème épique, sinon je pense qu'elle serait rééditée plus souvent. C'est le travail d'un poète essentiellement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il, d'emblée, dans la citation très belle que vous avez lue, il ne s'attache pas au côté concret des batailles, des corps et même de la beauté féminine, mais immédiatement il l'amplifie dans une espèce de diffusion et de dissémination qui est celle de la langue même, c'est-à-dire les beautés et les cruautés ne passe qu'à travers cette amplification verbale. Et il n'y a rien d'autre que le tissu verbal et l'harmonie et le matériau de la langue. Vous appelez ça un roman, poème, traduction? Oui, parce que le Tasse lui-même n'était pas dupe, on va dire, du réalisme de son poème. Ni non plus de l'adéquation à une sorte de norme, qu'elle fût poétique et rhétorique, et qu'elle fût religieuse et théologale. Il sait parfaitement qu'il arrive après d'autres très grands poètes épiques, qui sont Boiardo, qui sont évidemment l'Arioste, et d'autres. Et donc il est un petit peu, je dirais un peu vulgairement, en bout de course. Et il lui reste l'instrument merveilleux de la langue italienne, qui est infiniment plus variée que la langue française déjà à cette époque-là, et encore plus maintenant, bien sûr. Donc il va jouer sur cette richesse infinie, parce que la langue a tout un arrière-fond présent comme une ombre portée, qui remonte jusqu'au latin, et qui passe à travers tous les dialectes, qui ne sont pas des étapes, évidemment, mais qui sont des solutions différentes, alternatives, et tout aussi valables les unes que les autres, à partir de l'évolution de ce latin. Donc il est un peu dans une position très moderne, d'arriver après des géants, et donc d'être obligé d'innover, un peu comme Dante l'avait fait à la fin du Moyen-Âge, si vous voulez, ou un peu comme Mallarmé le fera à la fin de la grande période romantisme, symbolisme, enfin. C'est d'ailleurs assez frappant de voir combien la syntaxe, complètement torturée, combien le lexique précieux, mais surtout polyphonique et polystylistique, pour ne pas dire plurilinguistique, le met dans une situation qui est très proche finalement pour nous de celle de Mallarmé. Alors comment Audiberti, au fond, nous dit-il à travers sa traduction que le Tasse est presque un Mallarmé? Disons qu'il arrive à l'idée de poésie, tout simplement, finalement, que ce soit Mallarmé ou pas. Klossowski, dans les années 60, plus de 10 ans après, dit la même chose quand il traduit l'Énéide. Il y a une phrase de sa préface qui est très proche de ce que dit Audiberti sur le Tasse. Klossowski écrit « Ce sont les mots qui prennent une attitude, non pas le corps, qui se tissent, non pas les vêtements, qui scintillent, non pas les armures. » Audiberti dit quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Donc, il s'agit de la poésie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre, surtout d'une langue apparemment trop proche, on ne peut pas rendre ce qui fait l'essence même d'une œuvre comme celle-là, si on ne se pose pas d'emblée, et même avant de commencer à écrire le moindre mot, le problème du maître, le problème du rythme, le problème des rimes, ou pas de rimes d'ailleurs, bien entendu, mais il faut se poser ces problèmes. C'est un rythme qui est
très original chez lui. Il ne s'agit pas du tout d'un décasyllabe ancien de type épique, ni d'un décasyllabe plus récent de type post-symboliste. Il y a un rythme, au contraire, qui est totalement déhanché parfois, et qui manie le rejet, l'enjambement entre strophes, même d'une strophe à l'autre, comme le Tasse l'avait fait déjà, parce que le Tasse est déjà quelqu'un de très torturé dans sa forme. Je ne parle pas de son internement à Sainte-Anne, je parle des vers, là, et de la forme. Et Audiberti travaille tout à fait sur ce plan-là. Donc, je pense que le rythme, ce rythme totalement tordu parfois, qui grossièrement est celui d'un trimètre, c'est-à-dire de trois éléments dans le décasyllabe, avec 3 accents principaux, fait que, à partir d'un certain degré de réchauffement, je dirais, ou d'excitation, les vers vrillent. C'est le mot qu'emploie Audiberti. Là ve primier s'apprende nostro alimento e il viso a gallo fende. La destra di Gerniero, onde ferita ella fu già, manda recisa al piano, tratta anco il ferro e con tremanti dita semiviva nel suol guizza la mano, coda di serpe è tal, ch'indi partita cerca d'unirsi al suo principio invano, così malconcio la guerriera illassa, poi si volge ad Achille e il ferro abbassa. Dans la Jérusalem délivrée, Franck Labrasca. On a l'impression que le Tasse déstructure complètement l'harmonie poétique de la langue italienne. On dit toujours que la langue italienne est une langue musicale, est une langue harmonieuse, c'est une vision un petit peu conventionnelle. Eh bien, chez le Tasse, cette harmonie, ce caractère mélodieux subit, disons, un traitement assez rude. Pourquoi ? Parce que sa poésie est pleine d'enjambements, par exemple. Des enjambements qui, parfois, de manière tout à fait non orthodoxe, se produisent de strophe à strophe. Si vous avez un enjambement d'octave à octave, évidemment, l'action devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus sinueuse. Et c'est là qu'on retrouve le fond. C'est-à-dire que le Tasse, évidemment, c'est quelqu'un qui plaide contre la simplicité du monde. Apparemment, pourtant, il choisit un sujet simple, la lutte du bien contre le mal, mais paradoxalement, de ce sujet simple, il provoque un entrelac extrêmement troublant et qui sape, disons, les fondements même de ce qu'il veut démontrer. Bien. Alors, il y a des choses extrêmement troublantes qui ont été remarquées par des critiques. Par exemple, la prédominance à travers les jeux du langage en italien. On peut pratiquer des élisions, on peut pratiquer, si vous voulez, des contractions. Si bien que, par exemple, le mot « sole » qui signifie soleil, ou le mot « solo » qui signifie seul, peuvent être tous les deux contractés en « sol ». Donc le mot « sol », si vous voulez, est investi de 2 significations différentes et parfois divergentes. Parfois, il signifie le soleil, donc un nom, un substantif. Parfois, il signifie sol, c'est-à-dire un adjectif. Bien. Or, évidemment, la sonorité est la même, sol. Et donc, le lecteur, quand il entend le mot sol, doit faire un effort d'abord pour savoir s'il se trouve, selon le contexte, devant le substantif ou devant l'adjectif. Et même quand il a compris qu'il s'agit soit de l'adjectif, soit du substantif, ensuite, évidemment, même si c'est le substantif, inévitablement, il est, d'une façon qu'on pourrait dire paradigmatique, tout de suite happé ou préempté par le sens adjectif. Ce qui introduit une confusion, si vous voulez, à un niveau même qui est métaphrastique, presque linguistique. Et des exemples comme ça, il y en a. Alors, 3e exemple, le verbe suole, a l'habitude de, qui a l'habitude de, solette en latin, eh bien, lui aussi peut se contracter en sol. Donc, vous voyez comment, à travers ces jeux du langage, on aboutit à un univers phonétique absolument fascinant. C'est qu'on a l'impression, au fond, de sons qui se répondent en écho, mais qui répondent en écho, en quelque sorte, en quête d'un sens que doit lui donner le lecteur, que doit lui donner l'auteur. Là, c'est ambigu. Au fond, il y a le sens que l'auteur a voulu donner et qu'il faut découvrir, mais est-ce le bon sens ? Et il y a le sens que le lecteur croit découvrir, mais là aussi, est-ce le bon sens ? Io mi credea sotto un leggiadro velo trovar inerme e giovinetta donna, tenera prieghi oppure intreccia in gonna, com'era l'or che parvi al sol di gelo. Ma scoperto l'ardor qu'appena io celo e al possente desio che messi in donna s'indurò, come suole alta colonna o scoglio o selce al più turbato cielo. J'imaginais sous un voile mignon trouver
inerme, une toute jeunesse, tendre aux prières, ou bien en jupe et tresse, quand moi j'étais comme au soleil glaçon, me découvrant l'ardeur que mal je scelle, et le désir qui a sur moi couronne, elle s'endurcit comme grande colonne, silex ou roc sous le ciel en querelle. Et je la vis d'un beau jaspe vêtu, comme Méduse avec ses armes fières, si bien que j'en devins rauque et de glace. Et voulait dire, et sans quitter la place, étant dedans de feu, dehors de pierre, défait ma gangue aux dames, et puis me tue. Il y a d'abord l'ambiguïté, l'équivocité de la solitude et de la racine sol, qui veut à la fois dire la solitude et le soleil. Si on prend le radical SOL, on a cette équivocité. Ça, c'est déjà très intéressant, puisque le soleil lui-même est une image de Dieu, et que là, nous sommes justement dans le domaine de l'un. Bon. Et en même temps, c'est la solitude effectivement d'abord du créateur, puisque le TASS est un phénomène pathologique tout de même. Il a été enfermé cette année à l'hôpital Sainte-Anne de Ferrare à cause de ses crises de folie, peut-être pour des raisons politiques aussi, mais il n'empêche que c'est un être qui a vraiment souffert profondément dans son âme, dans sa psyché. Il a été en proie à des hallucinations, des insomnies terribles, enfin bon. Donc, cette solitude, c'est une solitude de la solitude angoissée du poète et du poète moderne, là aussi, parce que c'est dans ce sens que le TASS est aussi un avant-coureur du romantisme. Il anticipe de façon bien involontaire le poète maudit. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que beaucoup de romantiques, Byron, Baudelaire, Léopardi, etc., vont aimer le TASS, vont le sentir comme une figure fraternelle, annonciatrice de leur propre désespoir, de la rupture, des ruptures métaphysiques du monde romantique. Alors, bien sûr, on a parlé de Torquato Tasso comme un précurseur du romantisme, mais quand même sa manière de comprendre et de faire et d'écrire la poésie, elle est plus construite donc à travers toute une pensée philosophique, on dirait une méthode si on veut, qu'à travers l'illumination romantique justement. Oui. Mais là encore, c'est un malentendu auquel les romantiques eux-mêmes ont échappé, puisqu'ils se sont identifiés dans le TASS. Si Goethe s'est intéressé tellement au TASS au point de composer une pièce de théâtre en son honneur, et si les romantiques on en fait en quelque sorte le modèle du poète maudit, ce n'est pas une erreur d'appréciation. Ils étaient beaucoup plus près du TASS que nous. Si nous considérons les critiques modernes, disons, qui considèrent que le TASS est, en tant qu'aristotélicien, quelqu'un qui est plus rationnel. En réalité, les romantiques ont bien perçu que la personnalité du TASS est véritablement une personnalité poétique, fondamentalement poétique. Et qu'on ne peut pas dissocier, chez lui, moins que partout ailleurs, les écrits théoriques de la pratique poétique et de la vie, et de la conception de la vie. Et c'est en tant que tel qu'il est le premier des romantiques. Il est, en effet, un des premiers poètes à avoir expérimenté la relation entre le moi et l'œuvre poétique. Ce qui n'était pas tellement courant à son époque. Enfin, c'était beaucoup plus courant qu'on l'imagine, mais en réalité, ça ne s'exprimait pas. Et lui l'a exprimé, surtout dans les dialogues, mais également dans les discours. Et cette idée d'illumination, alors ? L'illumination, le TASS refuse le concept d'inspiration poétique parce que ça lui semble être une illusion. Il faut d'abord expliquer ce qu'il entend par là. Ce qu'il refuse dans le concept d'inspiration poétique, c'est l'idée, qui est platonicienne, que le poète, lorsqu'il parle, ne parle pas en son nom, mais qu'il n'est que le porte-parole d'un dieu. Il est habité par un dieu, possédé, et il n'est à partir de là qu'un véhicule. Le TASS refuse catégoriquement cette idée. Pour lui, le poète est un individu qui pense. Et en tant que tel, la parole qu'il exprime est vraiment la sienne, qui implique à la fois une croyance, des prises de position, des idéologies, et des positions morales aussi dans la vie. Donc c'est vraiment un individu qui est vivant, qui n'a pas
qu'il n'est pas simplement le porte-parole d'un dieu. D'ailleurs, sa relation à la religion est très problématique. Il ne croyait pas, visiblement, et il s'en fait reproche. Et il s'accuse, oui. Il s'accuse de ne pas croire suffisamment, ce qui posait quand même un gros problème à l'époque. Il s'accuse, mais il a aussi la lucidité de le reconnaître, ce qui est très rare. Et donc, l'inspiration, en tant que telle, est quelque chose qu'il rejette. Mais l'idée d'illumination telle que l'entendront les romantiques, c'est autre chose. C'est une sorte d'inspiration intérieure qui correspond à une sorte d'acceptation de cette complexité de l'être et de ce que l'âme humaine a à dire d'inexplicable. Et là, en cela, le Tasse est véritablement un romantique. Et dans La Jérusalem délivrée, évidemment, le personnage qui est le plus proche de lui, c'est Tancrède, qui est un personnage qui vit dans la contradiction, qui ne maîtrise absolument pas le réel, et qui est un personnage parfait, qui est un amant parfait et un vrai poète, même s'il ne formule pas ni de théorie, ni même de paroles poétiques. Il se contente d'être amoureux, mais c'est lui qui est véritablement l'idéal pour le Tasse, et un idéal tragique, bien sûr. Lettre à Scipion Gonzague, 1579. On ne m'a pas seulement chassé de la cité de Naples ou de Ferrare, mais du monde entier, en sorte qu'à moi seul, il est interdit ce qui est permis à tous, d'être citoyen de la terre. La grâce que je désire le plus est que cesse l'empêchement d'écrire. Mais qui t'interdit d'écrire à ta guise, me direz-vous? Personne ne me l'interdit. Et quand je suis parti, personne ne me l'interdisait. Mais quand je suis parti, beaucoup de choses m'en empêchaient. Et je ne vois pas qu'aujourd'hui, aucun de ces empêchements soit levé. Une chose très importante qui est remarquée par un critique italien et que je crois on n'a pas tellement souligné. Au fond, toute l'œuvre du Tasse, et cette fois-ci je ne parle pas simplement de La Jérusalem délivrée, mais je parle de son théâtre aussi, de ses tragédies, je parle de sa pastorale, je parle de ses lyriques, je parle de ses lettres. Qu'est-ce que c'est au fond, dit ce critique, sinon une tentative d'obliger, de contraindre les autres, c'est-à-dire les gens de son entourage, aussi bien son père que ses amis, que les inquisiteurs, que les femmes qu'il a aimées, de les contraindre à participer à l'élaboration de la solution, au fond, de son malaise existentiel. C'est-à-dire qu'il y a chez le Tasse un aspect très théâtral. C'est un homme de théâtre. D'ailleurs, La Minta est une pièce, on peut le dire, qui, du point de vue théâtral, tient vraiment la route, qui est vraiment représentable. Ce n'est pas du théâtre, si vous voulez, artificiel. Et dans La Jérusalem délivrée, il y a plusieurs épisodes qu'on peut isoler, au fond. C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup influencé les peintres. C'est pour ça que l'œuvre a été extrêmement illustrée par les peintres, par les graveurs. C'est des scènes qui, en soi, si vous voulez, indépendamment du contexte, ont un impact dramatique. Et au fond, c'est comme si toute l'œuvre du Tasse était une tentative de théâtraliser ce dilemme. Et c'est dans ce sens que le Tasse, peut-être, sans le vouloir ou sans en être conscient, est devenu précisément le symbole de cette époque de la contre-réforme. Une époque, évidemment, qui est tiraillée, si vous voulez, entre l'hédonisme, l'aspiration, disons, au fond, à une vision du monde hédoniste. Dans la pastorale du Tasse, il y a cette formule qui est très célèbre, qui est « sei piace, ei lice », c'est-à-dire si la chose plaît, elle est permise. Donc, c'est-à-dire que, tout à fait contraire à ce que dit le Concile de Trente, disons, la notion de permission, enfin la notion de licéité est associée à la notion de plaisir. Mais, en même temps, dans La Jérusalem délivrée, il y a la négation de ce principe, puisque, au contraire, on nous montre que, disons, la réalisation d'un but élevé exige le contrôle et exige presque la répression des passions. Et au fond, la coexistence de ces des réalités antinomiques peuvent être conçues, au fond, comme l'atmosphère spirituelle dominante de toute l'époque de la contre-réforme, dont le Tasse, disons, se fait l'expression dans ses différentes œuvres. J'ai bien peu de santé. Et je suis si mélancolique que je passe pour fou auprès des autres et de moi-même. La médecine de l'âme et la philosophie, avec laquelle je me soigne très souvent,
C'est pourquoi je commence à rire de toutes mes infortunes et de toutes les défaveurs que je reçois. Que dire de plus? Je ris aussi de la mauvaise opinion que les hommes ont de moi et de ma sottise passée par quoi je l'ai confirmée. Mais mon rire est si proche de la fureur que j'ai besoin d'Hellebore ou d'un quelconque médicament capable d'assainir un corps plein d'humeur mauvaise. Il est certain que si le Tasse comprenait si bien l'art des contraires, c'est qu'il vivait en permanence dans la contradiction. Mais ce qui frappe, moi ce qui m'a frappé le plus quand j'ai travaillé sur ces discours de l'art poétique, qui m'ont révélé beaucoup plus du Tasse que la poésie, nécessairement, parce qu'il s'exprime davantage, il s'explique. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la lucidité qui accompagne toute la réflexion du Tasse. Aussi bien sa démarche d'autocritique sur la Jérusalem délivrée, qu'il a sans cesse réécrit, que la conscience qu'il a de la nécessité d'accepter la contradiction pour vivre. Et s'il faut l'accepter pour vivre, il faut aussi l'accepter d'un point de vue poétique. Il ne faut pas refuser dans la poésie des choses qui heurtent. Et c'est pourquoi, au niveau même du style, simplement, des questions de style les plus simples, des questions de mots, il recherche le choc des mots, le hiatus, ce qui frappe l'oreille. Et tout ça parce que la contradiction est pour lui quelque chose avec quoi il faut vivre, il faut apprendre à vivre. Et il a besoin de cette lucidité et il essaie de nous enseigner cette lucidité. Et ceci, il le dit de façon très posée, très théorique, ou bien est-ce que ceci le déchire quand même, d'avoir à accepter de vivre avec ces contradictions? Les deux à la fois. Dans les discours de l'art poétique, il s'en tient au niveau poétique, et donc il le dit très explicitement, mais en parlant de poésie. Dans les dialogues, en revanche, qui sont une des parts les plus méconnues de l'œuvre du Tasse et une des plus extraordinaires, dans les dialogues, il se met en scène lui-même en tant que personnage, sous le nom de l'étranger napolitain, ce qu'il était. Il vivait en exil. Et là, il révèle les tensions et les souffrances qui sont associées nécessairement à cette contradiction vécue. Alors, ces dialogues ont été écrits donc à peu près pendant qu'il était en prison, c'est ça? Presque tous. Sant'Anna. Presque tous, mais il y restait longtemps. Oui, 7 ans. 7 ans. Et presque tous les dialogues ont été écrits pendant cette période, et ensuite remaniés, comme l'ensemble de son œuvre, après sa sortie de prison. Alors, est-ce que vous pouvez, Françoise Graziani, nous parler un peu plus longuement de ces dialogues? Parce que c'est vrai que c'est une partie de l'œuvre qui est moins accessible ici, en France, puisqu'elle n'est pas encore traduite. Si, elle a été traduite une fois. Il y a eu un traducteur au XVIIe siècle, qui est le principal traducteur du Tasse, le seul qui ait traduit des fragments de discours même, qui s'appelait Jean Baudouin. Et il a traduit en particulier cet extraordinaire dialogue qui s'appelle Le Messager, qui est un des premiers du Tasse, qu'il a écrit dans les premières années de prison, et qui raconte la visite d'un ange que le prisonnier reçoit dans sa prison à l'aube, au moment où le soleil se lève. C'est là que les apparitions se produisent. Et on sait que c'était une des obsessions du Tasse, que ces apparitions, ces personnages familiers avec lesquels il dialoguait, qui étaient souvent des démons. Et cet ange familier entreprend avec lui un dialogue qui est un dialogue théorique, philosophique, sur, comme l'indique le titre, le messager, sur la fonction des anges, aussi bien dans le ciel que parmi les hommes. Et ce dialogue se termine par une théorie de la fonction des ambassadeurs et de la manière dont l'ambassadeur doit se comporter pour dissimuler, savoir et composer pour réussir à faire passer le message qu'il doit véhiculer. Et cette fonction des anges, alors métaphoriquement, est-ce que c'est pas la fonction du poète? Oui, bien sûr, c'est la fonction du poète. Mais dans ce messager, justement, le Tasse expose, à un moment donné, sa propre folie. Il demande à l'ange, parce que l'essentiel du dialogue consiste à discuter avec l'ange pour savoir si l'ange est véritable ou non, s'il est réel, ou si c'est une apparition. Et bien entendu, l'ange essaie de tromper le poète en riant. Et à un moment donné, le Tasse dit, et là il se met vraiment en scène en tant qu'individu, et pas en tant que personnage de fiction, il dit, on dit que je suis fou. Mais alors si je suis fou,
tu n'es que né de mon imagination, tu n'es pas un personnage réel. Et qu'est-ce que c'est que cette folie, dit-il. Et là, il y a toute une page d'une extrême lucidité sur les différents types de mélancolie, les différents types de folie qui existent, et sur la liaison qui existe entre la folie et la poésie. Et ce sont des pages absolument extraordinaires. Et livrez-nous un peu ce qu'il dit justement là-dessus. Quelles sont les différentes sortes de folie, de mélancolie? Il énumère les différentes folies qui sont la fureur d'Hercule, qui tue ses enfants, qui est une folie tragique. L'inspiration poétique, qui est une forme de folie aussi. La folie amoureuse. L'ivresse, qui est aussi une inspiration divine. Et lui, il ne se reconnaît dans aucune de ces folies-là. Même l'inspiration poétique n'est pas sa folie, dit-il. La sienne est beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus bizarre. Il ne sait pas la définir, mais il la décrit. Et il la décrit en disant ce que je ressens, c'est simplement avoir envie de tirer une flèche et la flèche va trop vite, elle ne touche pas au but. Mais un jour, peut-être, à force de fabriquer des fictions, dit-il, j'arriverai au but. C'est très beau, hein, c'est une très belle beau. métaphore. C'est très, très beau. Et là, c'est le même personnage qui, dans les discours, a l'air d'être si rationnel, qui explique la poétique d'une manière vraiment aristotélicienne, et avec une profonde connaissance de la philosophie aristotélicienne, et qui est donc quelqu'un qui est capable de penser de façon très logique et très rationnelle, et qui, en même temps, a cette lucidité de se reconnaître fou, mais avec une manière de rendre sa folie productive par la poésie. Et que fait-il répondre à l'ange ? L'ange ne répond pas. L'ange sourit. Ma non fu la percossa invan diretta, ch'al cavalier sul duro sbergo è giunta, duro ben troppo a femminil saetta, che, di pungere invece, ivi si spunta. Egli le volge il fianco, ella negletta, esser credendo e d'ira arsa e compunta, scocca l'arco più volte e non fa piaga, e, mentre ella saetta, amor, lei piaga. Une vie, une œuvre. Torquato Tasso, dit le Tasse, avec Françoise Graziani, Franck Labrasca, Michel Orcel, Jean-Charles Véliante, Giovanni Carreri. Les textes sont lus par Maurice Bénichou et Gianfranco Podighe. Traduction de Jacques Audiberti dans Les Flèches d'Armide, édition de l'Imprimerie nationale, de Michel Orcel, Jérusalem libérée, édition Folio, et de Françoise Graziani, Discours de l'art poétique, édition Aubier.